Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de ce podcast. Alors 26, ça peut paraître un chiffre un peu anodin, mais pas du tout. En effet, pour un podcast hebdomadaire, 26, ça représente la moitié des 52 semaines qu'il y a dans l'année. Et oui, on arrive déjà aux 6 mois de ce podcast. Pour moi, c'est un peu une fête parce que c'est une étape que j'avais fixée dans mes objectifs quand j'ai créé ce podcast. Maintenant que vous commencez un peu à me connaître, vous aurez peut-être compris que chez moi, les idées, la créativité, ça ne manque pas. Mais ce qui me fait un peu plus défaut pour tout un tas de raisons qui ont aussi leurs vertus, c'est la constance. Donc en me lançant, je m'étais mise au défi d'aller au moins jusqu'à 6 mois. Et le défi suivant, c'est de fêter les 1 an. Côté idée de sujet, ça ne posera pas problème, j'ai encore de quoi faire. Je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier, vous tous qui suivez régulièrement ou occasionnellement ce podcast. C'est toujours très plaisant pour moi de voir que les épisodes sont écoutés. Mais je sais qu'on peut faire encore mieux, et c'est là que j'ai besoin de vous. Des choristes en France, il y en a énormément, comme on a pu en parler dans l'épisode 9, qui traitait des statistiques du chant choral en France et en Europe. Donc on pourrait ensemble réussir à donner encore plus d'ampleur à ce podcast. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut en parler autour de vous, à tous les gens que vous connaissez qui chantent ou qui ont envie de chanter. Si c'est la communication qui vous pose problème, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous fournir un mail type sans problème. Et puis ce qui peut m'aider aussi, c'est d'aller mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify notamment, et puis des commentaires sur les différentes plateformes où vous l'écoutez. Parce que c'est ça qui peut le faire remonter dans les algorithmes et donc être plus facilement découvert par le plus grand nombre. Autre chose. Évidemment, j'éprouve un très grand plaisir à enregistrer ce podcast, d'abord parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, mais aussi parce que ça m'oblige toujours à réinterroger ma pratique. Et ça, j'aime beaucoup, parce que je pense que ça me sert à moi, mais aussi aux gens avec qui je travaille, choristes ou collègues. Mais, parce qu'il y a un mais, ce podcast me prend aussi beaucoup de temps. Je prépare mes épisodes avec soin et ça peut prendre parfois plusieurs heures. Je les enregistre et puis ensuite il faut les mixer, les programmer sur les plateformes et puis communiquer. Tout ça, c'est beaucoup de temps et bien sûr ce temps-là, c'est du temps que je ne passe pas à autre chose et notamment à gagner ma vie selon l'expression consacrée, même si c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Alors une autre manière de m'aider, c'est de vous rendre sur Patreon. Ça s'écrit Patreon. Et le lien est aussi sur mon site. C'est un endroit où vous allez pouvoir m'aider cette fois financièrement. Le principe, c'est d'être débité d'une petite somme d'argent tous les mois pour participer à la création de ce podcast en échange de petites contreparties. Et quand je dis petite somme d'argent, je ne vous mens pas, puisque le premier forfait est à 1 € par mois. Eh bien, si tous ceux qui écoutent ce podcast régulièrement et qui y trouvent de l'intérêt souscrivaient à ce petit forfait, pour moi, ça serait vraiment d'une très grande aide. Alors d'avance, je vous dis merci. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sound painting, littéralement la peinture sonore. Alors, dans un premier temps, le sound painting, c'est quoi ? Eh bien, c'est une technique qui a été inventée en 1974 aux États-Unis par un certain Walter Thompson. Le sound painting, c'est en quelque sorte un langage de gestes et de signes qui vont permettre de composer en direct. Voilà dans les très grandes lignes. En fait, il a utilisé ce langage, en tout cas l'embryon de ce langage, pendant un concert. Il avait une partition où il y avait des improvisations, mais avec des instructions précises. Et pendant le concert, il a senti que ces instructions n'étaient pas tout à fait respectées. Du coup, il a utilisé des gestes pour guider le soliste dans son improvisation. Et puis ensuite, d'année en année, il a développé ce fameux langage de gestes.
Pour aller un peu plus dans le détail, on a en fait tout un répertoire de signes. Actuellement, il en existe 1500. Et celui qui va être appelé le compositeur, qui est un peu comme le chef de chœur si on veut, ou le chef d'orchestre, va utiliser ces signes pour composer en direct. Alors là, j'ai parlé de chef de chœur au départ parce que c'est mon domaine, mais en réalité, c'est un langage qui est universel et multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec des chanteurs, bien sûr, mais aussi avec des instrumentistes et également des danseurs ou des artistes visuels. Donc, le sound painter, le compositeur, va utiliser les signes qui font entrer en jeu soit ses mains, soit tout son corps, pour signifier à l'orchestre, appelons ça ainsi, ce qu'il veut entendre. Il y a des signes qui vont être très spécifiques et d'autres, au contraire, qui seront plus aléatoires. Donc parfois, le sound painter sait exactement ce qu'il va entendre, d'autres fois non, et il va devoir composer en temps réel avec ce qu'il entend. Il y a une syntaxe assez précise et on peut demander des choses bien claires quand on maîtrise bien toute la série de gestes. La syntaxe de ce langage, elle fait entrer 4 paramètres en jeu: qui, quoi, comment et quand. Déjà, rien qu'avec ça, on a de quoi faire beaucoup de musique. Ensuite, il y a 2 catégories de base qui sont sculpture et fonction. Et ensuite, des sous-catégories qui sont identifier, contenu, modifier, mode, palette, départ et arrêt. Et puis après ça, il y a encore des paramètres qu'on peut modifier. Donc vous voyez que c'est un véritable langage assez complexe et qui nécessite que le compositeur, mais aussi les acteurs, si je puis dire, le maîtrisent bien. Aujourd'hui, il existe aussi le vocal painting qui part du même principe, mais qui est dédié à la voix. Le sound painting, pourquoi c'est intéressant ? Eh bien d'abord parce que ça révolutionne un peu l'apprentissage de la musique. Ici, on a plusieurs modes d'apprentissage qui sont le visuel, l'oral et le verbal, mais aussi le kinesthésique. Et ça peut grandement aider certains. Ensuite, parce que c'est une manière de sortir des sentiers battus pendant l'apprentissage d'un instrument, par exemple, et de développer vraiment la créativité, mais aussi la technique. Parce que quand on a envie d'obtenir un certain son, on peut arriver à mettre en place la bonne manière de le faire. Ensuite, c'est accessible à tout le monde, et déjà depuis la maternelle. On n'a pas besoin d'être un bon technicien ou de connaître le langage musical. Et puis, si on utilise la voix ou la danse, on n'a pas besoin d'instruments. Donc, on peut faire ça avec tout le monde et tout le temps. Le sound painting permet de développer sa créativité en tant que musicien de l'orchestre, mais aussi, bien sûr, en tant que compositeur, que sound painter, puisque l'idée, c'est que le leader bouge, qu'on puisse chacun expérimenter ce rôle-là. Et donc, à partir de ça, on peut l'utiliser de plein de manières et en mettant le focus sur différentes choses. Quels sont les gestes du sound painting ? En voici quelques-uns. Quand il veut s'adresser au groupe entier, le sound painter va placer ses 2 bras au-dessus de sa tête, comme pour faire un cercle, avec les doigts qui se touchent bout à bout. Pour demander une note longue, le compositeur va faire devant lui comme s'il tirait sur un élastique. Il met ses mains l'une contre l'autre avec les doigts qui se touchent et puis il les écarte. S'il souhaite qu'un joueur improvise, le chef met ses mains devant lui en créant un triangle avec ses pouces et ses index. Et tout ça, ça se combine. C'est-à-dire que par exemple, pour la note longue, la hauteur des bras du chef va aussi indiquer la tessiture du son demandé. On peut indiquer à tout le groupe de faire des notes longues dans l'aigu, puis à un autre groupe d'improviser. On peut demander à l'improvisateur, si on en a désigné un seul, en combinant les différents gestes, de faire un solo à base de notes longues dans le médium, etc., etc. Je m'arrête là sur la présentation des gestes, d'abord parce que je réalise à quel point c'est difficile de décrire des gestes seulement avec des mots, mais aussi parce que j'ai un scoop pour vous, c'est que je ne connais que très peu les gestes du sound painting. Je n'y suis pas du tout formée, or vous aurez compris que c'est une technique très précise et un langage bien complexe. Et là vous vous dites, alors elle nous bassine depuis tout à l'heure avec son sound painting et en fait elle n'y connaît rien. Eh bien, il y a un peu de ça, j'avoue. En fait, moi j'utilise une simplification du sound painting avec des gestes qui sont les miens ou que j'ai récupérés ici ou là en stage ou en atelier. Et j'en utilise en fait assez peu.
comment j'utilise le sound painting. Comme je le disais, je n'utilise en fait que quelques gestes qui ne sont pas les mêmes que dans le sound painting officiel, entre guillemets. Mes gestes à moi, par exemple, ce sont une main tendue, paume au ciel pour demander une note longue, le poing fermé et le bras plié, un geste vers le bas avec le coude pour demander une note courte. Les mains proches, je fais gigoter mes doigts dans tous les sens et là donc je demande un son type un bec de canard fait avec les doigts en opposition avec le pouce. J'ouvre et je referme et ça veut dire parler. Une main tendue, paume au sol et qui se balance, vous savez, comme pour dire pas sûr. Et ça, c'est pour demander un trille, du genre ah. Voilà pour mes gestes, dans lesquels j'ajoute la hauteur du son en modifiant la hauteur de mes bras et aussi des nuances en fonction de la taille de mon geste. J'ajoute parfois, quand le groupe et ses individus sont à l'aise, un geste d'impro, et pour moi c'est le geste du téléphone, doigt fermé avec seulement le pouce et l'auriculaire ouverts. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça fait déjà une somme de combinaisons. Et on peut déjà composer en temps réel rien qu'avec ça. Donc, quand j'utilise le sound painting, on commence par se mettre d'accord sur ces gestes. Je l'appelle quand même sound painting, même si ce n'est pas la version officielle. Je montre ces gestes, on les expérimente un par un d'abord, on les teste avec des nuances différentes, des hauteurs différentes, on explore déjà un peu chaque geste. Et puis, on commence à les combiner, à les utiliser ensemble, et à partir de là, tout est permis. Ce sound painting perso, je l'utilise avec tout type de groupe. Des enfants, qui généralement en sont très friands, mais aussi des adultes, et également en entreprise. Ce qui est rigolo, c'est d'essayer d'abord tous ces gestes, donc, et puis ensuite, on peut changer de chef. Tout le monde peut essayer. Alors souvent, on a l'impression qu'on ne va pas savoir faire, qu'on n'a pas retenu tous les gestes, on a un petit stress qui s'installe quand on se retrouve face au groupe et c'est plutôt normal. Donc c'est important de bien préciser qu'on n'est pas obligé du tout d'utiliser tous les gestes. On peut très bien composer un petit morceau avec seulement un geste ou deux, en faisant varier la hauteur et ou l'intensité. Donc pas de pression, on commence simplement. Souvent, ça peut être notre défaut à tous, c'est qu'on veut tout faire tout de suite, on bavarde un peu. Non, on peut tout à fait procéder par étapes et commencer avec un seul geste dont on va explorer toutes les possibilités. Déjà dans un chœur, mais aussi en entreprise, j'en reparlerai, on peut demander à ceux qui passent devant de ressentir ce que ça fait d'être face au groupe, de diriger, d'être regardé, et puis de composer en temps réel, dans ce cas précis. Est-ce qu'on arrive à se faire comprendre ? Est-ce qu'on est clair ? Est-ce qu'on reste calme ou bien est-ce qu'on se précipite ? Est-ce qu'on a accès à notre imagination ? Ou bien est-ce que sous stress, on se bloque un peu ? Comment on est à l'aise ou pas avec le regard des gens ? Et nous, comment arrive-t-on à diriger notre regard ? Est-ce qu'on regarde tout le monde ? Ou bien est-ce qu'on a le regard fuyant ? Ou bien est-ce qu'on regarde tout le temps les mêmes personnes ? On peut observer que particulièrement si on a des chanteurs en face de soi, ou bien des instrumentistes avant, ils ont besoin de respirer. Donc il faut qu'on prévoie ça dans notre morceau spontané. Il faut aussi qu'on y pense, par exemple, pour le geste de son cours. Je vous rappelle, on a le bras plié vers le haut, avec le poing fermé comme un geste de victoire un peu. Et puis, au moment où on envoie son coude vers le bas, on veut entendre le son court. Vous savez, c'est un peu aussi le geste de la locomotive. Eh bien, ce geste-là, on s'aperçoit vite que si, en tant que chef, on ne le prépare pas bien, les choristes ne peuvent pas être ensemble. Il faut qu'on prépare notre geste, qu'on fasse ce qu'on appelle en direction de chœur un avant-geste, c'est-à-dire monter très légèrement son coude avant de lui donner l'impulsion vers le bas. En fait, plus simplement, on doit respirer nous-mêmes et le montrer dans le geste. Si nous, en tant que chef, on ne respire pas, le cœur va avoir beaucoup de mal à être détendu et à bien respirer aussi, et surtout au bon moment. Donc, on peut déjà observer toutes ces choses. Et puis, du point de vue du cœur, on peut aussi entendre si on a des facilités ou pas à explorer toutes les possibilités de chaque geste. Par exemple, dans la consigne qui demande de parler, est-ce qu'on arrive facilement à raconter n'importe quoi à la demande ? Ou bien est-ce qu'on se réfugie sur des choses connues comme des fables de La Fontaine ou alors dire une phrase et la répéter en boucle ? Est-ce qu'on arrive facilement à moduler sa voix, à changer la tessiture de notre voix parlée en fonction de ce qui est demandé pour que ça fasse déjà musique ? On peut observer aussi si la tessiture correspond au corps du chef. Je m'explique.
Quand le chef met son bras le plus haut possible, les choristes devraient à peu près chanter les notes les plus hautes qu'ils peuvent. Et inversement dans le grave, quand le chef a le bras tout en bas, le choriste devrait chanter aussi les notes les plus graves de sa tessiture. Parfois, on s'aperçoit qu'on n'utilise qu'une tessiture assez réduite, comme si on avait peur d'une certaine façon d'aller chercher dans nos extrêmes, peur ou simplement pas l'habitude. C'est la même chose pour les nuances. Quand le compositeur fait un geste le plus petit qu'il peut, on devrait être dans un pianissimo à peine audible. Et quand il a les bras grands ouverts, on devrait être proche du cri. Parfois, là aussi, on ne va pas au bout des nuances. Et ça, c'est un véritable enjeu, selon moi, pour les chœurs, c'est d'élargir la palette de nuances, de trouver des fortés plus fortés, tout en restant dans un joli son, bien sûr, et surtout, plus difficile, et c'est souvent ce côté-là qui pêche dans les chœurs amateurs, des pianissimi plus pianissimi. Un pianissimo, des pianissimi, c'est comme une alto, des alti. Donc voilà des choses qu'on peut travailler avec les chœurs quand on utilise du sound painting ou notre propre version simplifiée de sound painting. On peut bien sûr aussi proposer au chœur d'inventer de nouveaux gestes. Du coup, ça devient un répertoire propre au chœur. C'est assez fédérateur, c'est chouette à faire. Et puis, j'ai déjà testé aussi un exercice que j'avais appelé « Mon corps est ta partition ». C'est-à-dire que je mettais un compositeur devant, mais sans avoir établi avant de répertoire de gestes. Donc, le chef doit essayer, rien qu'avec son corps, de faire comprendre au chœur ce qu'il a envie d'entendre. C'est un peu comme si le chœur devait mettre en son ce qu'il voit. Il devait sonoriser le corps du chef. Alors, je pense que ça doit se faire plutôt dans un groupe qui se connaît bien, où les gens se sentent en confiance, ou bien pendant un stage, par exemple. Et c'est intéressant parce que chacun vient devant avec ce qu'il est, avec son corps propre, et sa façon de bouger, qui n'appartient qu'à lui. Et puis la consigne, c'est que le chœur, s'il ne comprend pas ce qui est proposé, doit quand même faire quelque chose, et donc interpréter ce qu'il voit. Du coup, on peut se retrouver avec un chœur ou un orchestre dans lequel tous les participants ne font pas le même son, parce qu'ils n'ont pas interprété de la même manière le geste qu'ils ont vu. Alors ça, c'est au chef de voir s'il veut clarifier ou pas. Et donc, on peut se retrouver, même quand c'est, entre guillemets, raté, puisque le chef n'aura pas ce qu'il voulait, avec des choses très jolies qui, justement, vont donner des idées au compositeur qui va pouvoir reprendre par la suite. Parfois, le résultat de ce qu'il entend est meilleur encore que ce qu'il avait imaginé. Je trouve que c'est un exercice très joli, très beau à voir, et qui fait travailler sur plein de choses, et globalement sur la liberté, à la fois du chef, mais aussi de chacun des choristes. Alors dans les autres variantes, on peut aussi mettre 2 chefs en même temps, avec 2 groupes ou plus, et les chefs doivent alors essayer de composer ensemble une partition à 2 voix, avec son début et sa fin. Comme je vous le disais précédemment, j'utilise aussi ma version simplifiée du sound painting quand je travaille avec des entreprises. Et c'est particulièrement efficace parce que d'abord, ça met les personnes un peu en vulnérabilité, souvent, parce que pour beaucoup, ils n'ont pas l'habitude de chanter, et encore moins devant ou avec leurs collègues. Et cet état de vulnérabilité, il met tout le monde sur un pied d'égalité. Il efface un peu, ou beaucoup, la hiérarchie de l'entreprise. Aussi, il permet de se dévoiler un peu plus, de se mettre à nu d'une certaine manière, et donc de créer des espaces de communication différents. Ensuite, précisément, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on peut le faire avec tous. Pas besoin de savoir chanter ou de faire de la musique. Et enfin, il est particulièrement efficace quand il s'agit de parler de leadership ou de management. En effet, chacun va pouvoir se mettre à la place du leader et voir ce qui fonctionne ou pas. Et tout va être transposable au fonctionnement de l'équipe. Donc, on va pouvoir se demander si on a obtenu ce qu'on voulait obtenir. Et si ce n'est pas le cas, se demander est-ce que je savais exactement ce que je voulais entendre, déjà ? Ensuite, est-ce que j'ai été claire dans ma demande ? Ou comment aurais-je pu être plus claire dans ma demande ? Est-ce que je me suis assurée d'avoir l'attention de chacun quand j'ai formulé ma demande ? Est-ce que j'ai été précis ? Est-ce que j'ai donné tous les paramètres ? Est-ce que mon attitude corporelle, ma posture physique et intellectuelle, mais aussi mon expression du visage ont donné envie de me suivre ? Est-ce que j'ai laissé le temps suffisant pour que ma demande soit comprise et qu'il puisse y répondre ? Est-ce que j'ai entendu les difficultés rencontrées par le chœur ? Est-ce que, le cas échéant, j'ai su y remédier ? Est-ce que je me suis précipitée dans ma demande ? Est-ce que j'ai bien montré ma confiance au chœur ?
Est-ce que la consigne de départ était suffisamment claire? Est-ce que je me suis assurée qu'elle était comprise par tous? Etc., etc. On voit bien que tous ces sujets sont transposables quand on a à travailler en équipe et à manager une équipe. Donc ça peut être un exercice qui permet des prises de conscience intéressantes. Et quand on expérimente par le jeu, on peut aussi désamorcer des situations et y revenir avec humour plus tard dans des situations de travail. J'espère que cette découverte du sound painting et de ses applications plus ou moins réglementaires vous aura intéressé. En bonus, je vous propose de mieux découvrir cette discipline qu'est le sound painting, le vrai, avec une vidéo de Walter Thompson lui-même et ses musiciens et chanteurs, où vous pourrez dans une première partie décrypter un peu ces gestes qui sont expliqués dans la vidéo, et puis en seconde partie, voir ce que ça peut donner en performance. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire parce qu'on dirait vraiment une composition contemporaine très écrite, très précise, et en fait, non, c'est interprété en live. Mais vous allez voir aussi la richesse de ce langage et de ce fait la nécessité de très bien le connaître et de l'avoir beaucoup pratiqué pour pouvoir en faire quelque chose d'aussi ouvragé que ce que vous allez entendre là. Peut-être qu'en voyant ça, vous allez mieux comprendre pourquoi j'utilise une version tout à fait simplifiée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 € par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, et vous cherchez Chanter en chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.